MJ DeMarco a découvert un secret. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Aujourd'hui, je vous révèle pourquoi 90% des gens restent coincés sur le trottoir sans jamais voir la couleur d'une Lamborghini. On analyse les 94 premières pages de L'autoroute du millionnaire pour comprendre pourquoi ton éducation financière actuelle est un piège. Bienvenue dans le débat. Imaginez travailler d'arrache-pied pendant 40 ans, vous levez tous les matins à la même heure, économisez scrupuleusement chaque centime de votre salaire, tout ça pour enfin pouvoir vous offrir la voiture de vos rêves, ou le grand voyage de votre vie, quoi. Ouais, juste au moment où votre vue baisse trop pour conduire. Exactement. Et où vos articulations vous empêchent de marcher sur la plage. C'est la promesse un peu macabre de ce que notre société appelle la sécurité financière. C'est clair. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une analyse fascinante, la première partie de l'ouvrage très controversé de MJ DeMarco, L'autoroute du millionnaire. On va examiner de près sa redéfinition radicale de la richesse et surtout ces fameuses feuilles de route financières qui dictent nos vies. Un vrai changement de paradigme, en effet. Absolument. La question fondamentale qu'on va décortiquer est la suivante. Le modèle traditionnel épargner et investir à long terme est-il au fond une duperie mathématique conçue pour nous voler notre jeunesse? Ou bien l'alternative que propose l'auteur, cette voie rapide, est-elle un modèle extrêmement risqué qui masque un énorme biais du survivant? Et de graves dangers systémiques, si je puis ajouter. Voilà, les enjeux sont posés. De mon côté, je suis prêt à défendre l'idée que cette approche traditionnelle, cette patience aveugle est une illusion toxique. Elle nous force à troquer notre liberté immédiate contre un avenir super incertain. Pour moi, la vraie richesse exige ce changement de paradigme radical vers la voie rapide. Eh bien, pour ma part, tout en reconnaissant que sa critique de la surconsommation est brillante, vraiment, je suis convaincu que diaboliser la stabilité traditionnelle est réducteur. Et même potentiellement destructeur. Je compte bien vous démontrer que le processus même de la voie rapide comporte des risques extrêmes. Des risques qui peuvent littéralement anéantir cette même richesse que l'auteur prétend nous aider à atteindre. Bon, pour bien comprendre le rejet viscéral de l'auteur face au système classique, il faut d'abord regarder les mathématiques implacables de ce qu'il appelle la voie lente. Depuis notre enfance, on nous vend tous le même scénario, non? Ouais, le fameux parcours classique. C'est ça. Obtenez de bonnes notes, décrochez un diplôme, trouvez un emploi stable, épargnez 10% et placez tout ça sur un fonds indiciel en bourse. Et après, laissez la magie des intérêts composés opérer pendant 50 ans. Sur le papier, c'est plutôt rassurant, vous ne trouvez pas? Sur le papier, oui. Mais DeMarco pointe du doigt une faille béante. C'est un contrat asymétrique où vous pariez la ressource la plus périssable et la plus précieuse que vous possédez, c'est-à-dire votre temps. Les mathématiques de la voie lente sont fondamentalement brisées parce qu'elles reposent sur des variables que vous ne contrôlez pas du tout. Vous confiez votre destin financier à Wall Street, à l'inflation, au cycle économique et à l'espoir naïf que votre patron ne va pas vous licencier à la prochaine crise. Je vois où vous voulez en venir. L'auteur propose une redéfinition puissante de la richesse. Il l'appelle la trilogie: la famille, la forme physique et la liberté. Or, la voie lente vous demande explicitement de sacrifier vos meilleures années pour l'espoir purement statistique d'obtenir une richesse en fauteuil roulant à 65 ans. Alors, attendez, je vous arrête tout de suite. L'expression « richesse en fauteuil roulant » est très accrocheuse, je vous l'accorde. Mais elle occulte complètement la réalité économique de notre monde. Dire que la voie lente est une escroquerie, c'est faire preuve d'une cécité analytique assez grave. Cécité analytique. Ah, c'est un grand mot. Mais je le pense. La voie lente n'est pas une illusion mathématique, c'est le socle même qui permet à des centaines de millions de personnes de vivre dans la dignité et d'éviter la misère dans leurs vieux jours. C'est avant tout un mécanisme de gestion des risques. Un mécanisme qui vous demande 50 ans de votre vie, tout de même. Certes. Mais là où je trouve le texte de DeMarco vraiment paradoxal, c'est dans sa contradiction interne concernant cette fameuse trilogie. Il nous dit que la vraie richesse, c'est la santé, la famille, le temps libre, très bien, mais regardez le processus qu'il prescrit pour s'échapper de cette voie lente. C'est-à-dire le travail acharné. C'est bien pire que ça. Il décrit des années à s'enfermer dans un studio minuscule, à dormir sur un matelas à même le sol dans une cuisine pleine de miettes, à travailler 20 heures par jour, à s'endetter sur des cartes de crédit à des taux de 22% pour financer une boîte. Bon, il faut bien commencer quelque part. Oui, mais ce processus est une machine à broyer la santé physique,
à détruire la santé mentale et à ruiner toute vie sociale. On ne peut pas encenser la famille et la santé d'un côté, et de l'autre prescrire un chemin qui exige de les sacrifier totalement sur l'autel de l'entrepreneuriat extrême. Je suis désolée, mais c'est incohérent. C'est un point de vue très axé sur le confort immédiat, je trouve. Si on regarde la mécanique sous-jacente, l'auteur ne dit pas que le processus est facile, il dit qu'il est mathématiquement le seul moyen de récupérer le contrôle. Le seul moyen ? Vraiment ? Prenons l'exemple absurde mais tellement pertinent de DeMarco avec l'émission MTV Cribs. Imaginez la scène. La caméra suit un jeune de 22 ans qui fait visiter sa villa sur la plage, sa Ferrari rouge, sa Lamborghini. Si on lui demande son secret, imaginez-le répondre « Eh bien, j'ai placé 10% de mon salaire dans des fonds diversifiés. » Bon, c'est une caricature, on est d'accord. C'est hilarant parce que c'est mathématiquement impossible. Les intérêts composés ont besoin d'une variable incompressible, le temps. La voie lente ne créera jamais, au grand jamais, de richesse pendant votre jeunesse. Sa formule exige que vous vendiez 5 jours de servitude pour acheter 2 jours de liberté le week-end. Et c'est précisément là que l'auteur construit un magnifique homme de paille. La promesse de la voie lente n'a jamais été de vous livrer une flotte de Lamborghini à 22 ans. Absolument aucun conseiller financier sérieux ne promet ça. Non, mais c'est le rêve qu'on nous vend d'une certaine liberté. La vraie promesse, c'est la résilience à long terme. Développons une analogie pour bien comprendre. Pensez à la voie lente comme un gigantesque navire de fret qui traverse l'océan. C'est lent, c'est lourd. Vous n'avez pas l'adrénaline de la vitesse et vous n'êtes pas au volant. Oui, passager de sa propre vie. Oui, mais la probabilité que ce navire arrive à bon port sans chavirer est extrêmement élevée. L'auteur, lui, nous vend la métaphore d'une voiture de course sur une autoroute sans limitation. Ce qu'il oublie de préciser, c'est que construire son propre moteur à partir de zéro, c'est s'exposer à un taux de mortalité financière effrayant. Mais le gain potentiel est sans commune mesure. Sauf que la voie rapide n'est pas une autoroute lisse, c'est une mer déchaînée. Et le livre lui-même en fournit la preuve incontestable. À 26 ans, après avoir enchaîné les échecs, l'auteur avoue être tombé dans une dépression clinique sévère. Ses relations amoureuses se sont effondrées, il vivait dans la précarité. Sa propre mère avait perdu espoir. C'est le prix de l'apprentissage. Non, ce niveau de risque n'est pas une anomalie, c'est la norme statistique. C'est là où la grande majorité des navires sombrent sans laisser de traces. Je suis certaine qu'on ne peut pas ignorer ça. Ce navire de fret dont vous parlez donne une formidable illusion de sécurité. Mais c'est une sécurité passive. Elle masque une immense vulnérabilité. Que se passe-t-il si une crise financière mondiale survient la veille de votre retraite et ampute votre portefeuille de 40%? Les marchés finissent toujours par se redresser à long terme. Et s'il y a une hyperinflation? Vous êtes coincé dans la cale du navire, impuissant? Et pour devenir à la dépression de DeMarco à 26 ans, ce n'est pas une preuve de l'échec de la voie rapide, c'est au contraire l'incarnation de son concept le plus important, la distinction entre le processus et l'événement. Ah! Alors là, il faut absolument qu'on décortique cette distinction, car c'est là que la rhétorique de l'auteur devient presque de la manipulation, selon moi. Pas du tout, c'est le cœur de la mécanique. Le public, les médias, la société entière sont complètement aveuglés par l'événement. Quand le fondateur de Vitamin Water vend à Coca-Cola pour des milliards, ou quand une start-up encaisse un chèque à 8 chiffres, que voit-on? Le succès fulgurant. On voit le champagne, la une de Forbes, le transfert bancaire, l'événement quoi. Et on se dit tous « Waouh, quel coup de chance incroyable !» Mais DeMarco explique que la richesse n'est jamais un événement isolé. C'est la conclusion mathématique d'un processus. Un processus très long, oui. Ces fameuses nuits blanches, ces échecs cuisants, ce matelas miteux dont vous parliez, c'est en traversant ce processus qu'on construit ce qu'il nomme un arbre à fric. Sur la voie lente, votre équation de richesse, c'est le taux horaire multiplié par les heures travaillées. Ce qui est la réalité de 99% des gens. Exact. Mais sur la voie rapide, la variable devient l'échelle. Profit unitaire multiplié par des millions d'unités vendues. Vous divorcez purement et simplement votre temps de la création de revenus. Ceux qui refusent ce processus passent leur vie à chercher l'événement magique. Le loto, le casino, l'héritage. Bon, je reconnais que l'idée de décorréler le temps de l'argent via un système à grande échelle est d'une logique implacable. Mais avez-vous sérieusement examiné le rôle colossal de la chance et du timing macroéconomique dans tout ça? L'auteur n'ignore pas le monde extérieur. Il le minimise énormément. Sans le processus acharné, l'événement n'aura jamais lieu, on est d'accord. C'est une condition nécessaire. Mais est-ce suffisant? Absolument pas. Prenons les propres données de DeMarco. Comment a-t-il fait sa fortune?
Avec son entreprise de limousine sur Internet. Oui, qu'il a vendu en l'an 2000 pour plus d'1 million de dollars. Mais arrêtons-nous sur cette année-là. C'est l'apogée absolue de la bulle Internet. Les marchés valorisaient de manière irrationnelle n'importe quel site web. Il a quand même su créer le bon produit au bon moment. Justement. S'il avait lancé la même boîte avec la même dose de nuit blanche et d'expertise, mais en 2002 ou en 2008, il aurait fait faillite. C'est ce qu'on appelle la chance systémique. En occultant ce facteur, l'auteur tombe dans un grave biais du survivant. Il écrit depuis la ligne d'arrivée en oubliant les milliers d'entrepreneurs balayés par le marché. C'est un argument classique. Et l'auteur le balaye en citant Mark Cuban. Attribuer le succès à la chance, c'est l'excuse préférée de ceux qui refusent d'agir. C'est un peu facile de dire ça quand on a gagné le gros lot. Bah bien sûr qu'il y a eu la bulle Internet. Mais la chance sourit aux esprits préparés. S'il ne passe pas des mois à apprendre le HTML de zéro, s'il n'optimise pas son référencement, la bulle explose sans même le frôler. La voie rapide consiste à se positionner mathématiquement sur le chemin des opportunités. En augmentant sa surface d'exposition, oui. Exactement. Si vous construisez un système scalable capable d'absorber une demande infinie, vous forcez presque la chance. Et c'est justement l'incapacité à comprendre cette discipline qui pousse la majorité de la population dans un piège psychologique terrifiant, ce que l'auteur nomme le trottoir. Ah, le trottoir. Je dois admettre que sur ce terrain-là, l'analyse de Desmarco est d'une clairvoyance redoutable. C'est moins une question de classe sociale qu'une question de comportement financier. Totalement. Sur le trottoir, la formule de la vie se résume ainsi. La richesse perçue est égale au revenu plus la dette. Les gens troquent leur liberté future pour s'entourer d'objets qui crient au monde « Regardez-moi, j'ai réussi ». La culture du paraître, en somme. C'est le mirage de la pseudo-richesse. Prenez les stars de la NBA ou les rappeurs avec des contrats de plusieurs dizaines de millions. Beaucoup font faillite 5 ans après leur carrière. Comment ruiner 50 millions d'euros ? Parce qu'un revenu gigantesque sans intelligence financière, c'est de l'essence sur un feu de forêt. C'est vrai, l'inflation du style de vie est un piège redoutable. C'est l'asservissement au style de vie. Quand vous signez un crédit pour un SUV de luxe, vous ne vous offrez pas une voiture. Vous venez de vendre vos 1200 prochaines heures de vie à votre patron pour payer la banque, juste pour impressionner des inconnus. Et ça détruit la trilogie de la richesse. Le stress de la dette qui ruine la santé, oui. Exactement. Votre liberté s'évapore, votre santé physique en prend un coup à cause du stress chronique, et l'angoisse finit par détruire votre famille. Je suis entièrement d'accord sur le diagnostic. C'est la loi de Parkinson appliquée aux finances. Les dépenses gonflent pour absorber l'intégralité des revenus. Vous doublez votre salaire et soudain, le petit appart ne suffit plus, il faut les vacances aux Maldives. C'est un engrenage. Mais là où son analyse pêche par rigidité, c'est en cette dichotomie très moralisatrice. Il présente toute forme de gratification immédiate comme un échec moral impardonnable. Or, la psychologie humaine ne fonctionne pas comme un tableau Excel, vous voyez. Je vois, mais les chiffres ne pardonnent pas les écarts psychologiques. Mais on ne peut pas vivre que de chiffres. S'offrir un plaisir à court terme, un dîner coûteux, c'est souvent un mécanisme vital pour éviter le burn-out. Si vous exigez d'un jeune entrepreneur plein d'ambition qu'il s'isole dans son garage pendant un sprint de 5 ans sans aucun plaisir, il va craquer. Est-ce si stupide de préserver sa santé mentale aujourd'hui plutôt que de s'infliger une douleur constante pour un horizon qui échoue si souvent ? C'est une objection compréhensible émotionnellement. On est humain, on veut profiter. Mais mathématiquement, cette tolérance pour la gratification financée par la dette est fatale. L'auteur ne dit pas qu'il faut vivre comme un moine toute sa vie. Il dit juste qu'il faut juste inverser l'ordre des choses. Le fameux d'abord le travail, ensuite la récompense. Vous devez d'abord construire l'arbre Afrique. La satisfaction différée, ce n'est pas une punition. C'est le prix d'entrée pour la liberté perpétuelle. Ce qui fait la beauté de son modèle, c'est qu'il redonne le pouvoir à l'individu. Il nous secoue et nous dit d'arrêter d'être des victimes de la société de consommation. De reprendre le volant, selon sa métaphore ? Oui, prenez la responsabilité exclusive de la création de valeur. Si vous résolvez un problème pour 1 million de personnes, vous divorcez votre revenu de votre temps. Et là, seulement là, vous pourrez acheter la Lamborghini comptant, sans sacrifier une seconde de votre liberté future. Nous touchons au saint graal de la philosophie de l'auteur, le divorce définitif entre le temps et l'argent. Je ne conteste pas l'objectif, mais l'immense ironie, c'est que pour libérer son temps, l'autoroute exige un investissement initial tellement écrasant qu'il annule virtuellement toute liberté à court terme. C'est un sacrifice temporaire. Un sacrifice asymétrique et redoutable.
Vous jetez votre jeunesse dans un creuset de travail hyper intensif avec la simple espérance de déclencher cet événement. La voie rapide n'est pas un substitut magique à l'effort. C'est une compression de cet effort à un niveau de pression presque insoutenable. Il faut garder une humilité féroce quant aux véritables chances de franchir cette ligne d'arrivée. Je vous rejoins tout à fait sur ce point de vigilance. L'auteur insiste d'ailleurs sur le fait que ce n'est pas un guide pour devenir riche en travaillant 4 heures par semaine depuis un hamac. C'est pas facile, mais mathématiquement, l'effort fourni est couplé à un contrôle absolu des variables. Un contrôle théorique, dirais-je. Peut-être, mais pour résumer, je dirais que la vision de MJ DeMarco opère comme un électrochoc intellectuel indispensable. Elle vient dynamiter ce conditionnement social qui nous pousse à confier notre liberté au marché financier. Adopter la voie rapide, c'est refuser le rôle de consommateur hypnotisé sur le trottoir. Et pour synthétiser ma propre position, l'autopsie que fait DeMarco du consumérisme et de cette façade de pseudo-richesse est l'une des analyses les plus incisives qui soit. Sa description du piège du style de vie est vitale. Cependant, son rejet dogmatique de la voie lente manque cruellement de nuances. On peut pas tout avoir. Mais l'épargne méthodique n'est pas une duperie. C'est le gilet de sauvetage dont vous aurez désespérément besoin quand vous affronterez les tempêtes inévitables de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on trouve un vrai terrain d'entente sur la puissance de la trilogie de la richesse. Mesurer la réussite par la solidité de sa famille, sa forme physique et sa liberté, c'est inattaquable. Et l'asservissement au style de vie est une prison pour tout le monde, qu'on gagne le SMIC ou des millions. Totalement d'accord. L'ingénierie de la liberté repose sur une discipline comportementale de fer. Et il y a encore un territoire immense à explorer dans ce livre. Aujourd'hui, on n'a posé que le diagnostic psychologique. Il reste les fameux 5 commandements de la voie rapide. C'est ça. Ce qui nous ramène à notre introduction. La prochaine fois que vous ferez le point, regardez honnêtement la carte. Êtes-vous le conducteur, prêt à concevoir son propre moteur, ou préférez-vous rester passager du navire de fret en espérant arriver à bon port? C'était le débat. Le savoir n'est rien sans l'action. Si cet épisode a commencé à briser tes chaînes, abonne-toi, partage cette vidéo à un futur leader et dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grosse peur face à la liberté? On se retrouve pour la suite dès vendredi soir pour passer à la vitesse supérieure. Ne manque pas le rendez-vous. Et n'oublie jamais, chez Biblio Podcast Vision, écoutez aujourd'hui ce que vous vivrez demain.